Lorsque la jeune blogueuse aventurière partit explorer les canaux cachés des Everglades de Floride, sa caméra tournait, mais elle ne parvint jamais à regagner la côte. 12 mois de recherche désespérée restèrent sans résultat, comme si le marais l'avait engloutie tout entière jusqu'à ce qu'un pêcheur de crabes, usé par les intempéries, sorte son casier des eaux où les courants des Everglades rencontrent le large du golfe et découvre des preuves qui allaient orienter les enquêteurs vers une possibilité terrifiante. Henri Dubois travaillait dans ces eaux au large de la côte du golfe de Floride depuis 37 ans, et ses mains burinées avançaient avec une efficacité éprouvée tandis qu'il accrochait la ligne de la bouée. Le soleil matinal brillait au-dessus de sa tête, transformant la surface de l'océan en une nappe d'or martelée. Son moteur diesel ronronnait sans interruption tandis que le treuil s'activait en grinçant, remontant le casier à crabe bleu par 12 mètres de profondeur. « Il est lourd aujourd'hui », murmura-t-il en plissant les yeux pour se protéger de la lumière. Un bon poids signifiait généralement une bonne prise et avec la hausse des prix du crabe cette saison, chaque kilo comptait. Le casier remontait à la surface dans une cascade d'eau de mer, et Earl pouvait voir les nageurs bleus se précipiter à l'intérieur, leurs pinces dressées en signe de défense féodale. Mais quelque chose d'autre attira son attention, un éclair de rose parmi les bruns et les bleus. Il fit pivoter le piège au-dessus de la table de tri et ouvrit la porte, les crabes en jaillissant en un fracas sonore. « Qu'est-ce que c'est ?» Earl tendit la main au-dessus des crustacés agités et sortit un téléphone dans un étui rose imbibé d'eau. Des algues et des balanes avaient commencé à coloniser la surface, et du varech séché s'était enroulé autour d'un coin. L'appareil était clairement un iPhone, même si l'écran était noir et sans vie après on ne sait combien de temps sous l'eau. Il le retourna dans sa paume calleuse. Le téléphone d'une jeune femme, à première vue, ces choses-là se reproduisaient parfois, des touristes les déposant des bateaux, des enfants les perdant sur la plage. Mais celui-ci était là depuis un moment, à en juger par la végétation marine. Le casier avait trempé pendant 2 semaines en pleine mer, à environ 8 milles du rivage. Earl posa son téléphone et termina de trier ses prises, mais son esprit revenait sans cesse à l'appareil. Trouver des objets personnels le troublait toujours. L'océan avait le don de garder des secrets jusqu'à ce qu'il décide de les révéler. Il en avait trouvé beaucoup au fil des ans, montres, lunettes de soleil, matériel de pêche. Une fois, même une alliance, qu'il avait transformée en garde-côte. Lorsqu'il atteignit le quai de la marina de Goodland, Earl avait décidé de le confier au bureau du shérif. Qu'il décide quoi en faire. 1 heure plus tard, devant le comptoir des preuves, Earl tendit le téléphone couvert de bernacle, pensant qu'il ne s'agissait que d'un simple débris de mer. Il ne pouvait pas se douter que cet appareil gorgé d'eau briserait bientôt une année de silence. Luc Moreau examinait des plans d'architecture dans son bureau à domicile lorsque son téléphone sonna. L'appelant indiquait le bureau du shérif du comté de Key, et sa main hésita au-dessus de l'appareil. « Monsieur Westfall, voici la capitaine Élise Bernard du bureau du shérif du comté de Collier. Êtes-vous le père de Camille Moreau ?» Les plans sur son bureau étaient flous. La gorge de Grant se serra. « Oui, je suis son père. » Il s'est passé quelque chose ? Monsieur Westfall, nous avons récupéré des biens qui pourraient appartenir à votre fille. Pourriez-vous venir à nos bureaux cet après-midi ? Une propriété ? Quel genre de propriété ? Grant était déjà debout, cherchant ses clés. Un pêcheur professionnel a trouvé un téléphone portable. Le numéro de série correspond à celui de l'appareil enregistré au nom de votre fille. Je crois savoir qu'elle a disparu depuis environ 1 an. Les jambes de Grant faillirent lâcher. Il agrippa le bord de son bureau. Oui. Elle a disparu dans les Everglades. Je préférerais discuter des détails en personne. Pouvez-vous entrer ? Je suis en route. Les 20 minutes de route jusqu'au bureau du shérif lui parurent des heures. L'esprit de Grant s'emballa, explorant des possibilités plus angoissantes les unes que les autres. Le téléphone de Kira après un an sans rien, sans piste, sans observation, sans trace numérique refit soudain surface. Ses mains tremblaient sur le volant. Dans le bureau du shérif, l'inspecteur Chen le conduisit dans une petite salle de conférence.
Sur la table se trouvait un sac de preuves contenant une coque de téléphone rose recouverte de végétation marine. Grant l'a reconnue immédiatement, il l'avait acheté pour Kira de Noël plus tôt. Elle avait ri de son motif pailleté, mais l'avait quand même utilisé, car c'était son père qui l'avait choisi. « Est-ce le téléphone de votre fille ?» demanda doucement l'inspecteur Chen. Grant hocha la tête, incapable de parler. « Monsieur Westphal, le téléphone a été récupéré dans un casier à Crabb à environ 13 km des côtes, par une douzaine de mètres de fond. Notre équipe technique a pu extraire des données malgré les dégâts. Vous trouverez ici des vidéos du jour de la disparition de votre fille. » Elle lui tourna un ordinateur portable. Ce sont les derniers enregistrements. Je vous préviens, ils risquent d'être difficiles à regarder. Grant vit le visage de sa fille s'afficher à l'écran, vivant et vibrant. Elle était dans son kayak, ses cheveux blonds baignant dans le soleil de fin d'après-midi, sa voix rayonnante d'excitation tandis qu'elle commentait son vlog. « Salut les aventuriers. Je suis dans cet incroyable chenal de l'arrière-pays dont des habitants m'ont parlé au magasin d'appât. Ils m'ont dit, c'est ici que se cachent les gros tarpons, complètement épargnés par le trafic touristique. Vous imaginez cet endroit. L'horodatage avait été effacé, mais il restait moins d'une heure avant qu'elle ne retrouve Jenna au point de départ. Grant regardait sa fille pagayer sur le cours d'eau bordé de mangroves, la caméra capturant la nature sauvage immaculée. Elle était seule, comme Jenna l'avait dit à la police. Sa meilleure amie était partie tôt pour un dîner de famille, mais Kira voulait filmer davantage pour sa chaîne YouTube. L'inspecteur Chen a pointé du doigt une carte indiquant une zone isolée au cœur des 10 000 îles. Les données GPS indiquent cet emplacement. C'était la dernière position enregistrée sur le téléphone avant la tombée de la nuit. Nos unités de patrouille maritime indiquent que les courants de cette zone pourraient, avec le temps, emporter des débris vers les eaux libres. Grant fixa les coordonnées de la carte, les mémorisant. Une année de recherche, d'embauche de détectives privés, de nuit blanche, et maintenant, ça, la dernière position connue de sa fille, précise à quelques mètres près. Que va-t-il se passer maintenant, demanda-t-il d'une voix rauque. Nous allons coordonner nos patrouilles maritimes pour fouiller à nouveau la zone, mais après tout ce temps. Chen laissa sa voix en suspens. Nous allons aussi scruter les marinas et les rampes de mise à l'eau, pour voir si quelqu'un se souvient de quelque chose de cette journée. Juste à ce moment-là, un officier en uniforme frappa et entra. Grant remarqua l'insigne de la Marine Patrol sur son uniforme. « Inspecteur, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre, » dit l'officier Marc Leclerc. « Je patrouille régulièrement dans ces eaux. Si vous prévoyez de prospecter les marinas, je serais ravi de vous aider. Je connais la plupart des capitaines de bateaux et des habitants de la région. » L'inspecteur Chen hocha la tête avec reconnaissance. « Ce serait utile, agent Hutchkin. Monsieur Westphal, aimeriez-vous participer à la fouille? Parfois, la présence d'un membre de la famille rafraîchit la mémoire. » Grant se leva aussitôt. « Oui, absolument. Quand est-ce qu'on commence? » L'agent Hutchkin consulta sa montre. « Je peux vous emmener à la marina Chokolowski, si vous le souhaitez. C'est le point de départ le plus proche de l'endroit où votre fille filmait. La plupart des bateaux qui se dirigent vers cette zone reculée partent de là. » Alors que Grant suivait l'agent Hutchkin hors du bâtiment, il serrait une copie imprimée des coordonnées GPS. Sa fille était allée dans ce chenal isolé, enthousiasmée par un coin de pêche secret mentionné par les habitants. Puis plus rien, son téléphone avait atterri par hasard dans 12 mètres de fond, à 8 milles du rivage. Tout cela n'avait aucun sens, mais pour la première fois depuis un an, il avait une piste, un endroit où recommencer ses recherches. Il ne la gaspillerait pas. Grant était assis dans le véhicule de patrouille maritime de l'agent Hutchkin tandis qu'il roulait vers le sud sur la route 29 en direction de la marina Chokolowski. Les mangroves se pressaient près de la route étroite, et la chaleur de l'après-midi miroitait sur l'asphalte. Il revoyait sans cesse la dernière vidéo de Kira, son enthousiasme pour ce lieu de pêche secret, son sourire à la caméra. « J'apprécie que vous ayez pris le temps de faire cela, » dit Grant, brisant le silence. Hutchkin lui jeta un regard sincèrement compatissant. « Aucun problème.
J'ai une fille à peu près du même âge que la vôtre. Je n'ose imaginer ce que vous avez traversé cette année. Ils arrivèrent à la marina Chokolowski, où les bateaux de pêche côtoyaient les bateaux de plaisance. Le prochain chapitre des recherches allait commencer. La photo était granuleuse, prise tard le soir, juste devant ce même restaurant. Quelqu'un d'autre l'avait prise, je ne me souvenais même plus qui, mais elle était là, moi, adossée à un poteau, le regard dans le vague, et à côté de moi, elle, riant, ses cheveux blonds tirés en arrière en une tresse lâche, le visage légèrement détourné, surpris en plein sourire, un bras passé au mien. Le fantôme d'une nuit depuis longtemps oubliée. Je la fixais comme si je la voyais pour la première fois. Claire Girard, pas un simple souvenir passager, pas un simple visage dans le flou des années passées. Je me frottais les tempes, un léger soupir s'échappant de mes lèvres. Que s'était-il passé cette nuit-là? J'avais beaucoup bu, essayant de noyer l'amertume laissée par la trahison, par la froideur du monde de l'entreprise qui prenait toujours sans jamais rien donner. Et elle avait été gentille, discrètement présente, sans rien demander en retour. Juste une voix douce, juste de la patience. Avons-nous parlé? Je ne me souvenais pas de tout clairement. Il y avait eu des conversations, des rires, un bourbon de trop, une promenade sur la plage, puis son appartement au-dessus du restaurant, et puis plus rien. Juste un espace vide là où il aurait dû y avoir quelque chose d'important. J'ai regardé à nouveau la photo, elle, moi-même au plus jeune, plus lasse, d'une autre manière. Puis j'ai pensé à Élodie, la petite fille dans le hall, 3 ans. Ma gorge s'est serrée. Si elle est à moi. Ai-je murmuré à personne? Si elle est à moi, quel genre d'homme est-ce que ça fait de moi? Mais la peur est venue aussi. Et si elle ne l'était pas? Et si j'imaginais tout ça? L'incertitude se tordait en moi comme un nœud. J'avais bâti des empires, acheté des entreprises prestigieuses, négocié des contrats de plusieurs milliards de dollars avec la facilité d'une conversation informelle. Mais à cet instant, j'avais peur d'une question enfantine, es-tu mon papa? Je me suis adossé à ma chaise, tenant toujours la photo dans une main. Trop d'émotions que je ne pouvais nommer, le regret, la culpabilité, le désir, et quelque chose de plus profond, une souffrance que les affaires ne pourraient jamais ressentir. J'avais quitté cette ville, ce restaurant, cette nuit-là, persuadé que ce n'était qu'une échappatoire. Mais peut-être avait-on oublié quelqu'un. Peut-être deux. Et maintenant, pour la première fois depuis des années, Julien Marchand ne savait plus quoi faire. Julien ne pouvait s'empêcher de la regarder. La voix de Claire, douce mais tendue, résonnait dans sa tête, la façon dont elle avait serré l'enfant, la panique dans ses mouvements, les excuses qui résonnaient à chaque syllabe. Cela le hantait bien plus qu'il ne l'aurait cru. Ce n'était plus seulement de la reconnaissance. C'était la gravité. Il ne lui avait pas parlé, ne l'avait pas abordé, pas encore. Cela lui semblait trop soudain, trop intrusif, comme une irruption dans une vie qui, de toute évidence, avait continué sans lui. Il choisit alors une approche plus discrète. Il appela sa responsable des ressources humaines et lui donna des instructions simples. Il y a une femme, Claire Girard. Je voudrais que vous la contactiez et lui proposiez un poste de soutien à temps partiel dans nos bureaux du centre-ville. Horaire flexible, salaire décent, pas de traitement de faveur, pas d'explication, il suffit de trouver un moyen de lui offrir ce poste. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Connaissons-nous ses qualifications? C'est bien, dit Julien. Elle mérite cette chance. Les démarches administratives ont été rapides, une embauche routinière noyée dans les dizaines de processus quotidiens de l'entreprise. Pas de signal d'alarme, pas de soupçon, juste une enveloppe envoyée dans un minuscule appartement à l'autre bout de la ville. Claire resta près de la porte, la tenant pendant plusieurs minutes avant de l'ouvrir. Son nom était imprimé à l'encre noire sur le devant. L'adresse de retour était gravée, Howard Enterprises. Elle cligna des yeux, puis l'ouvrit. Ses mains tremblaient légèrement. À l'intérieur se trouvait une lettre l'invitant à un entretien pour un poste de soutien administratif à temps partiel dans l'un des bureaux satellites de l'entreprise. Le salaire était nettement supérieur à tout ce qu'elle avait gagné ces 3 dernières années.
Les horaires étaient variables. Les avantages sociaux, même pour les temps partiels, étaient généreux. Aucune mention de la personne qui l'avait recommandé n'était mentionnée. Juste une offre polie et professionnelle. Elle jeta un coup d'œil à Élodie, qui s'était endormie sur leur canapé usé, un livre toujours serré dans les mains. Claire s'assit lentement, la lettre posée sur ses genoux. « C'est peut-être ça, murmura-t-elle. C'est peut-être la pause dont nous avons besoin. » Mais son cœur était lourd, inexplicablement lourd. Elle regarda de nouveau sa fille, le regard s'adoucissant. « Ma chérie, murmura-t-elle. Je crois que maman a l'occasion de faire quelque chose de nouveau, mais pourquoi est-ce que ça me fait si peur ? » La semaine suivante, elle arriva au bureau, les nerfs à vif sous son modeste chemisier et ses chaussures d'emprunt. Elle entra dans le hall d'un pas prudent, serrant son sac comme une armure. Tout était trop propre, trop parfait. L'entretien fut bref et le responsable du recrutement, agréable mais indéchiffrable, l'accueillit avec un professionnalisme éprouvé. Elle quitta le bâtiment avec une offre d'emploi et plus de questions que de réponses. Pourquoi elle ? Pourquoi maintenant ? Elle voulait éprouver de la gratitude. Elle en éprouvait, mais quelque chose au fond d'elle laissait planer une certaine incertitude. Ailleurs dans l'immeuble, Julien se tenait près de la fenêtre de son bureau en hauteur, les mains dans les poches, regardant Claire sortir par les portes tournantes en contrebas. Il voyait la tension dans ses épaules, la façon dont ses pas hésitaient légèrement au bord du trottoir. Elle se retenait, mais de justesse. Il ne l'appela pas. Il se contenta d'observer. Chaque jour après cela, il se surprit à jeter un œil à la vidéosurveillance plus souvent qu'il n'aurait dû, non pas pour espionner, mais pour voir. Elle était ponctuelle, polie, calme. Elle gardait la tête basse, travaillait bien et rentrait chez elle dès la fin de son service. Elle ne s'attardait jamais, ne se plaignait jamais. Elle ignorait sa présence, et pourtant, cela lui suffisait pour l'instant. Puis vint la pluie. Par un après-midi gris, la ville s'ouvrit en nappe d'eau. Claire quittait le bureau, serrant la petite main d'Élodie tandis qu'elle s'engageait sur le trottoir. Le manteau de Claire était fin, et Élodie était enveloppée dans la même écharpe beige que celle qu'elle avait vue dans le hall ce jour-là. La petite fille se blottit contre le bras de sa mère, essayant de rester au sec. Julien était déjà près de l'entrée du bâtiment, sortant d'une réunion au rez-de-chaussée. Il les aperçut de l'autre côté de la place. L'instant s'imposa à lui. Il s'avança discrètement et tendit un parapluie vers eux sans un mot. Claire se figea une seconde, surprise. Puis ses yeux se levèrent pour croiser les siens. Pour la première fois, leurs regards se croisèrent, une vague reconnaissance s'y dessina, incertaine. Elle le regarda comme si elle se souvenait presque, sans savoir pourquoi. Son expression était indéchiffrable, mais son regard était doux, fatigué. Elle prit lentement le parapluie. « Merci », dit-elle d'une voix prudente. Il hocha la tête une fois et se retourna pour partir, marchant sous la pluie sans couverture, son costume déjà humide aux épaules. Claire resta immobile un instant, le regardant disparaître dans la tempête. Puis elle baissa les yeux vers Élodie, plaça le parapluie au-dessus d'eux et murmura, « Certaines personnes ne sont pas ce qu'elles paraissent au premier abord. » Cette nuit-là, elle sécha soigneusement le parapluie avant de le poser. Elle ignorait qui était cet homme. Elle ignorait même son nom. Mais pour la première fois depuis longtemps, quelque chose en elle s'agita, une lueur fragile qui n'était pas tout à fait de l'espoir. Juste un instant, une pointe de chaleur là où le froid avait trop longtemps régné. Les néons du couloir du bureau bourdonnaient doucement au-dessus de nos têtes. Le calme de la fin d'après-midi s'installa comme un soupir. La plupart des employés s'étaient repliés à leur bureau, perdus dans leurs emails et leurs listes de choses à faire. Claire marchait, une pile de dossiers dans les bras, se dirigeant vers la petite salle de photocopie nichée au bout du couloir. Elle poussa la porte d'un coup d'épaule, les papiers en équilibre contre sa poitrine, et entra. L'air de la pièce était chaud, le bourdonnement des machines résonnait doucement. Puis la porte s'ouvrit de l'autre côté et Julien entra. Aucun d'eux ne parla. Leurs regards se croisèrent, vifs, crus, immédiats.
Le poids de 4 longues années s'abattit en un clin d'œil. Julien se figea, les mains toujours sur la poignée de la porte. Claire resta complètement immobile, les papiers glissant légèrement dans ses bras, le souffle coupé. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Claire cligna des yeux puis se retourna. Elle ne parla pas, ne cria pas, elle traversa simplement le couloir en courant, esquivant les regards curieux, descendit les escaliers en sautillant, le souffle court, le cœur battant à tout rompre, plus fort que le monde qui l'entourait. Elle ignorait où elle allait, seulement qu'elle devait sortir. Julien la suivait de près. Claire, attends. Mais elle n'attendit pas. Elle franchit la porte principale de l'immeuble et sortit dans la rue, les bras serrés contre elle comme pour tenter de retenir tout ce qui se brisait en elle. Le ciel était redevenu gris, le vent plus froid qu'avant. Les voitures passaient à toute vitesse, klaxonnant au loin. Elle descendit du trottoir sans regarder. Une berline noire arriva au coin de la rue, trop vite. « Attention !» cria Julien. Il se précipita en avant, l'attrapa par la taille et la tira sur le trottoir au moment même où la voiture passait en trombe, les manquant de peu. Ils trébuchèrent et tombèrent lourdement sur le béton. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Tous deux respiraient vite, le cœur battant, l'adrénaline montait. Puis Claire se redressa et se mit à pleurer au pas un cri fort, mais silencieux, brisé, des larmes ruisselant sur ses joues tandis que ses mains tremblaient sur ses genoux. Elle ne le regarda pas. Julien s'agenouilla près d'elle, la poitrine encore haletante. « Claire » dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle tourna enfin la tête et leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, il n'y avait plus de confusion, sans aucun doute, seulement de la douleur. Sa voix se brisa tandis qu'il parlait. « La petite fille. Élodie, est-ce ma fille ?» Elle le fixa, la bouche légèrement entr'ouverte, les yeux déjà brillants de larmes fraîches. Sa voix tremblait lorsqu'elle répondit « Oui. Elle l'est. » Il expira en tremblant, submergé par une étrange vague de soulagement et d'effroi. Mais avant qu'il puisse reprendre la parole, elle ajouta d'un ton ferme et tranchant « Mais elle n'est plus qu'à moi, désormais. » Le visage de Julien se décomposa. Claire se leva lentement, époussetant sa jupe de ses doigts tremblants. « Tu n'es jamais revenu, dit-elle doucement, les yeux rivés au sol. Pas un appel, pas un message. Tu es parti, et j'ai attendu bêtement. J'espérais. Mais j'étais juste quelqu'un qui t'aidait à oublier ta douleur une nuit qui ne signifiait rien pour toi. » Julien se leva et secoua la tête. « Claire, je l'ignorais. Je jure que je ne me souvenais même pas clairement de cette nuit-là jusqu'à récemment. » « C'est exactement ça, » rétorqua-t-elle d'une voix brisée. « Tu ne t'en souvenais pas, mais moi, si. Chaque jour, j'ai vécu avec. Je l'ai porté. Je l'ai mise au monde seule. J'ai regardé ses premiers pas, entendu ses premiers mots, pleuré tous les soirs, me demandant comment je la nourrirais le lendemain. Et toi, où étais-tu ? Où étais-tu quand elle m'a demandé pourquoi elle n'avait pas de papa comme les autres enfants ? » Julien n'eut pas de réponse. Il s'approcha, mais elle recula d'un pas. « Je ne suis pas là pour te punir, » dit-elle en s'essuyant les yeux. « J'ai fait la paix avec ça. J'ai choisi de la garder. Je ne le regrette pas. Mais ne viens pas dans nos vies maintenant en pensant que tu peux tout arranger. »« Je ne veux pas arranger les choses, » dit-il doucement. « Je veux juste y participer. » Elle le regarda, épuisée. « Tu n'as plus le droit de décider ça toute seule. » Sur ce, elle se retourna et s'éloigna, le dos droit malgré les tremblements de ses membres. Julien la regarda partir, debout au bord du trottoir, comme un homme qui vient de rater un train dont il n'avait jamais pensé qu'il devait prendre. La ville continuait de bouger, mais quelque chose en lui s'était arrêté. Claire ne le revit plus après ce jour-là ni au bureau, ni à l'extérieur du bâtiment, ni dans le hall, ni près des ascenseurs. Il avait disparu aussi vite qu'il était réapparu dans sa vie. Et pourtant, des traces de lui commençaient à refaire surface. Tout a commencé par une nouvelle paire de chaussures pour Élodie, des chaussures à la taille parfaite,
bien plus cher que tout ce que Claire pouvait s'offrir. Puis est arrivée une petite boîte de crayons et de fournitures d'art livrées anonymement à leur porte, sans mot de passe. La semaine suivante, sa fille a trouvé un livre d'histoire sur les châteaux et la gentillesse, glissé délicatement dans leur boîte aux lettres. Et puis il y a eu les biscuits les préférés d'Élodie, des flocons d'avoine moelleux aux pépites de chocolat, achetés dans une boulangerie de l'autre côté de la ville où Claire ne pouvait se permettre de dépenser de l'argent. Ils se présentèrent un après-midi, déposés à la réception de leur immeuble avec le nom d'Élodie écrit d'une écriture soignée. Claire le savait. Elle ne le disait jamais à voix haute, mais elle savait que c'était lui. Il n'insistait pas, n'exigeait rien, il était juste là, discrètement, offrant. Et, d'une certaine manière, cela faisait plus mal que son absence. Les semaines passèrent. Claire gardait la tête basse au travail. Elle se concentrait sur ses tâches, accompagnait Élodie à la garderie et la lui rapportait, et essayait de se convaincre que son cœur ne s'adoucissait pas, qu'elle ne se surprenait pas à écouter les pas dans le couloir ou à jeter un coup d'œil vers le hall, au cas où. Puis, un jeudi après-midi, elle arriva à la garderie d'Élodie un peu plus tôt que d'habitude. Elle poussa le portail, s'attendant à voir les enfants finir leur goûter ou ranger leurs crayons. Mais elle s'arrêta net. Julien était assis en tailleur dans l'herbe, un carton devant lui. Il aidait Élodie et deux autres enfants à construire ce qui ressemblait à un château, avec des tours en papier absorbant et des drapeaux en bâtonnets de glace. Ses manches de chemise étaient retroussées et ses chaussures de luxe étaient tachées de colle. Et il était là, tout à fait ordinaire, tout à fait parfait à ce moment-là pour eux. Et il souriait, un vrai sourire, pas celui qu'elle avait vu dans les journaux ou les salles de réunion. Élodie riait en collant des autocollants pailletés sur les murs du château. « Tu es papa ?» demanda-t-elle avec sa douceur et sa franchise. « Vraiment ?» Julien se figea une seconde, puis rit en écartant une mèche de cheveux de la joue d'Élodie. « Je te trouve vraiment génial, dit-il doucement. « Ça te va ?» Claire se tenait près de la clôture, observant. Quelque chose en elle se fendit. Elle revit l'homme qu'elle avait connu, mais pas exactement. Il était différent maintenant, plus doux, plus calme, en apprentissage. Il ne cherchait rien à prendre. Il n'insistait pas pour un rôle. Il se présentait simplement sans demander ni remerciement ni pardon. Et peut-être que cela signifiait quelque chose. Ce soir-là, Claire était assise à côté d'Élodie sur leur petit canapé tandis que sa fille lui montrait la couronne en papier scintillante que Julien lui avait confectionnée. Les yeux de la fillette brillaient de joie. « Maman, dit-elle sérieusement, peut-il revenir demain ?» Claire sourit doucement, caressant les boucles d'Élodie. « On verra bien, dit-elle, mais elle ne dit pas non. » À partir de ce moment, Julien devint un rythme tranquille dans leur vie. Il déposait des goûters à la garderie, aidait aux projets artistiques, proposait de la raccompagner quand il pleuvait, mais n'insistait jamais quand elle disait qu'il marcherait. Il ne s'appelait jamais papa. Il ne demandait jamais rien en retour. Il restait, tout simplement. Certains après-midi, Élodie et lui s'asseyaient sur le banc du parc, en face, observant les pigeons et parlant de leurs rêves. Claire les observait de loin, faisant semblant de ne pas regarder. Un jour, Élodie fit un dessin de des bonhommes allumettes se tenant la main sous un soleil jaune éclatant. Claire le trouva glisser dans son sac à main après le travail. Elle le fixa longuement, traçant lentement les lignes, comme si elle mémorisait la possibilité de quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. L'amour, réalisa-t-elle, n'était pas toujours bruyant. Parfois, c'était juste une présence. Parfois, c'était rester, même quand on vous avait dit de partir. Le parc était calme en cette fin d'après-midi, teinté de teintes dorées tandis que le soleil disparaissait derrière les arbres. Les feuilles bruissaient doucement dans la brise, et l'air était empreint de cette tranquillité paisible que l'on ne trouve qu'entre les saisons, entre les fins et les commencements. Julien et Claire étaient assis sur un vieux banc en bois près de l'aire de jeu. À quelques mètres de là, Élodie courait pieds nus dans l'herbe, pourchassant des bulles qui s'élevaient d'une baguette en plastique. Son rire, haut et libre, résonna dans l'espace ouvert. Aucun d'eux ne parla pendant un moment. Il n'y avait aucune gêne dans le silence,
juste un calme qu'il avait fallu des semaines pour trouver, au celui qui s'installe quand deux personnes ont déjà tant dit sans un mot. Julien se pencha en avant, les coudes posés sur les genoux, les mains jointes. « Elle est incroyable, dit-il doucement. Claire hocha la tête. « Elle est tout pour moi. » Il laissa échapper un soupir. « J'aurais dû être là pour vous deux. » Claire baissa les yeux sur ses mains soigneusement jointes sur ses genoux. La brise jouait doucement avec ses pointes de cheveux. « Je ne voulais pas de ta pitié, dit-elle après une pause, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Ni de ta culpabilité. C'est pour ça que je t'ai repoussé. Je sais, dit-il doucement. Je pensais avoir fait la paix avec tout, continua-t-elle. Mais te revoir a bouleversé des choses que je croyais avoir enfouies. Julien se tourna alors vers elle. Il ne la prit pas dans ses bras, se contentant de l'observer, laissant le poids de ses paroles s'abattre sur elle. J'étais un lâche, dit-il. À l'époque. Je fuyais la douleur, les responsabilités, tout ce qui semblait réel. Mais je ne fuis plus. Elle scruta son visage, marqué par une lassitude qui ne venait pas du travail, mais de la tentative de réparer ce qui avait été brisé. Il regarda de nouveau Élodie, puis Claire. Je sais que je n'étais qu'un inconnu qui est entré dans ta vie une nuit et a disparu aussi vite. Mais d'une certaine manière, cette nuit m'a donné la seule chose dont j'ignorais avoir besoin. Il marqua une pause. Et maintenant, tout ce que je veux, c'est rester, gagner ma place non pas parce que je suis son père, mais parce que je veux l'être. Parce que je veux être le tien aussi. Les yeux de Claire brillèrent. Julien lui prit doucement la main. S'il te plaît, dit-il, ne ferme pas ton cœur à cause de qui j'étais. Laisse-moi être l'homme qui reste. Laisse-moi être ta maison. Laisse-moi t'appeler ma famille. Elle resta silencieuse un instant. Puis, riant presque à travers ses larmes, elle dit, vous êtes PDG. Je suis une mère célibataire qui bénéficie de bons d'alimentation. Nous ne sommes pas du même monde. La main de Julien se resserra légèrement. Alors je vais quitter la mienne, dit-il, car mon monde ne vaut rien s'il ne vous inclut pas tous les deux. Claire le regarda et ce qu'elle vit n'était pas le puissant homme d'affaires des gros titres, ni la silhouette de ses souvenirs, mais l'homme devant elle, présent, humble et plein d'espoir. Elle se pencha lentement, posant sa tête contre son épaule. Ils restèrent assis ainsi un long moment. Puis une petite voix retentit. « Maman, monsieur Julien, vous allez m'embrasser maintenant ?» Ils se retournèrent juste à temps pour voir Élodie courir vers eux en riant. Derrière elle, un groupe d'autres enfants l'avaient remarqué et s'était mis à scander « Bisous, bisous, bisous ». Claire rit, son visage virant au rose. Julien ricana en la regardant. Elle leva les yeux au ciel en souriant et murmura « Tu ferais mieux, sinon ils ne nous laisseront pas partir ». Il se pencha juste assez pour que leurs fronts se touchent, puis l'embrassa doucement, tendrement, comme une promesse. Les enfants éclatèrent de joie. Élodie leva les bras au ciel. Ils sont amoureux. L'instant semblait surréaliste, simple, pur, un début non fondé sur la perfection, non défini par le statut ou le sang, mais par un choix, celui de pardonner, de rester, de former une famille, non pas par obligation, mais par désir. Et dans cette lumière dorée, les rires dans l'air et les cœurs enfin ouverts, ils ne firent plus qu'un. Un an plus tard, l'air matinal était doux et doré, filtrant à travers les rideaux blancs d'une chapelle modeste mais chaleureuse, nichée derrière une rangée d'érables. Ce n'était pas la grande salle de bal d'un hôtel 5 étoiles, ni la vaste propriété d'un millionnaire, mais c'était parfait. Amis et famille étaient réunis sur des bancs en bois ornés de fleurs sauvages, le parfum de la lavande se mêlant à la douce mélodie du piano en fond sonore. La mariée se tenait au bout de l'allée, vêtue d'une robe blanche simple et élégante, ses cheveux blonds retombant en douces ondulations dans son dos. Claire rayonnait, non pas de diamants, mais de quelque chose de plus profond, la paix, la plénitude, l'amour. Julien attendait devant l'autel, son costume taillé sur mesure, mais c'est son sourire qui illuminait la pièce. Et devant elle, marchant fièrement dans une petite robe ivoire ornée de fleurs dans les cheveux, se tenait Élodie, leur demoiselle d'honneur, leur fille, leur plus grande bénédiction.
Elle tenait les alliances sur un coussin de velours à 2 mains, un sourire jusqu'aux oreilles. Quand Claire rejoignit Julien, ils ne parlèrent pas immédiatement. Ils se contentèrent de se regarder. La pièce s'évanouit. Les invités se fondirent dans le flou. Et pendant un instant, il ne resta plus que 2 êtres qui avaient traversé les erreurs, le pardon et la guérison pour arriver ici. Ils échangèrent leurs vœux, non pas pour la forme, mais pour la vérité, pas de métaphore grandiose, juste la promesse de rester, d'essayer, d'être présent chaque jour, pas parfaitement, mais pleinement. À la fin de la cérémonie, Élodie lança des pétales en l'air et cria « Ils sont mariés. Ils sont vraiment, vraiment mariés. » Tout le monde rit. Certains pleurèrent. Claire fit les deux. Il n'y avait pas d'invitation dorée, pas de paparazzi, pas de discours d'entreprise, juste de vraies personnes, de la vraie joie, du vrai amour. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait par la fenêtre de leur petite cuisine. Une odeur de pâte à crêpes et de beurre emplissait l'air. Julien, debout devant les fourneaux, vêtu d'un tablier rayé, bien trop coloré à son goût habituel, retournait les crêpes avec une habileté surprenante. Claire se plaça derrière lui, entoura sa taille de ses bras et posa sa joue contre son dos. « Tu deviens doué, murmura-t-elle. »« J'ai eu la meilleure motivation, » a-t-il répondu avec un sourire narquois. À ce moment-là, Élodie accourut, son pyjama froissé et ses cheveux bouclés en bataille, et les entoura de ses bras. « Pourquoi, dit-elle, tu crois que la meilleure motivation, c'est de courir avec des gens sales en pull violet? Les crêpes de papa sont les meilleures du monde, déclara-t-elle. Ils rirent tous à cet instant au pas de limousine, pas de gros titres, pas de titres, juste l'odeur du sirop, la chaleur et l'amour. Ils étaient exactement ce qu'ils avaient choisi d'être, une famille, non par destin, mais par choix.